Imaginons un instant une situation qui défie presque le bon sens, en fait. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Parce que prends deux nations, deux pays qui sont liés par une histoire incroyablement dense, hyper complexe. Et d'un coup, ils décident de ne plus s'adresser la parole du tout. C'est ça, un vrai mur de glace, un silence radio total. Et ça dure. Pendant 2 ans, la rupture diplomatique est consommée. Les ambassades, elles tournent complètement au ralenti, le ton monte par médias interposés et l'hostilité devient presque genre la norme. La nouvelle normalité, ouais. Voilà. Et puis, paf, du jour au lendemain, sans que les immenses querelles de fond n'aient été résolues, ces mêmes pays se retrouvent à coordonner des opérations de sécurité au plus haut niveau. On passe littéralement d'une ère glaciaire à une ligne directe entre les états-majors. C'est fou. C'est exactement le tour de force, ou en tout cas le gros paradoxe qui vient de se produire sous nos yeux entre la France et l'Algérie. Et franchement, je suis prêt à parier que ça a surpris beaucoup de monde. Ah bah carrément. C'est un revirement qui a pris de court pas mal d'observateurs. Parce que, tu sais, dans les manuels classiques de relations internationales, la confiance diplomatique, ça précède généralement la coopération militaire. C'est logique. Tu te fais confiance d'abord, tu travailles sur la sécurité ensuite. Exactement. Sauf qu'ici, la chronologie est complètement inversée. C'est le monde à l'envers. Et pour comprendre ce basculement, on a rassemblé une pile de sources assez fascinantes aujourd'hui pour notre exploration. On a de quoi faire, oui. Ouais, on s'appuie sur une synthèse d'analyse géopolitique récente, des trucs très pointus. On a aussi des revues stratégiques et même, c'est super intéressant, des retranscriptions des débats qui ont eu lieu sous la coupole du Parlement français. Des documents très officiels qui en disent long, en fait. C'est ça. Et l'objectif de notre plongée d'aujourd'hui, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est vraiment de comprendre les véritables moteurs de ce rapprochement inattendu. Parce qu'un dégel aussi soudain, uniquement dicté par des impératifs de sécurité, ça soulève énormément de questions sur la façon dont les États gèrent leurs priorités. D'accord, décortiquons cela. Comment est-ce qu'on justifie un tel grand écart? Alors, la première chose, et les sources insistent lourdement là-dessus, c'est qu'il faut d'abord oublier l'idée d'une réconciliation romantique. Ah, on n'est pas dans les bons sentiments là. Pas du tout. Les documents que nous avons épluchés sont unanimes. Le changement de ton entre le palais de l'Élysée à Paris et le palais d'El Moradia à Alger, ça n'a absolument rien à voir avec un soudain élan de nostalgie. Ou une volonté de se faire des câlins diplomatiques. Voilà, on n'est pas là pour apaiser les cœurs. Le moteur exclusif de tout ça, c'est la réalité brute du terrain. En fait, on parle de dossiers stratégiques épineux qui ont atteint un point de fusion tel qu'il n'était tout simplement plus possible de s'ignorer. Donc si je résume, on ferme les yeux sur les insultes d'hier parce que la maison brûle aujourd'hui, quoi. C'est ça, mais c'est même plus pragmatique que ça encore. Les impératifs sécuritaires au sens large, que ce soit la stabilité régionale au Sahel, les flux migratoires ou la lutte contre des menaces communes, tout ça a créé une pression insoutenable. Une pression qui force la décision. Complètement. La nécessité a littéralement forcé la main aux politiciens. Ce qui ressort de l'analyse, c'est que l'urgence du présent a écrasé la lourdeur du passé. C'est hyper intéressant. En lisant les sources, tu vois, j'ai pensé à une analogie pour essayer d'imager la situation pour notre audience. On pourrait comparer ça à deux anciens associés qui auraient fondé une grosse entreprise industrielle ensemble. D'accord, je vois l'idée. Ils ont bossé des années ensemble, mais ils ont fini par se haïr viscéralement, au point de scinder la boîte en deux et de ne plus se croiser que par avocat interposé. Ils ne peuvent plus se voir en peinture. Une vraie guerre de tranchées. Exactement. Mais en matin, les ingénieurs tirent la sonnette d'alarme. L'usine principale, celle dont dépend la survie financière des deux anciens associés, elle a une faille structurelle majeure. Genre, le toit menace de s'effondrer sur tout le monde. Urgence absolue, du coup. Voilà. À ce stade, nos deux associés, ils ne vont pas organiser un dîner de gala pour se demander pardon sur leurs erreurs passées. Ah ben non, ils n'ont pas le temps. Ils vont enfiler des casques de chantier, mettre leurs énormes ressentiments dans une petite boîte et ils vont coordonner les travaux d'urgence pour pas que le toit leur tombe sur la tête. C'est une excellente métaphore. Ce qui est fascinant ici, c'est que dans cette configuration précise, ceux qui dirigent les travaux, ce ne sont plus les chargés des relations publiques, ce sont vraiment les ingénieurs en chef. Les techniciennes prennent le pouvoir. C'est ça. Et sur le plan diplomatique, cela se traduit par une marginalisation temporaire des diplomates classiques, le tout au profit des institutions de défense. Les militaires prennent le pas sur les diplomates en costume. Ce qui est quand même un changement de dynamique majeur.
énorme. Et d'ailleurs, les sources soulignent un moment particulièrement révélateur qui s'est passé à l'Assemblée nationale française. C'est la ministre déléguée auprès du ministre des Armées qui s'est retrouvée en toute première ligne pour défendre ce rapprochement franco-algérien. Mais connaissant un peu le climat politique actuel en France, j'imagine que l'accueil dans l'hémicycle n'a pas dû être particulièrement chaleureux aussi. Oula, loin de là. L'analyse rapporte qu'elle a dû faire face à des tirs de barrage constants, notamment de la part des députés de l'extrême droite. Ouais, qui sont très critiques sur ce sujet en général. Absolument. Mais sa ligne de défense à elle, et c'est là que ça devient crucial pour comprendre la dynamique, c'est qu'elle n'a pas du tout présenté ce dégel comme une concession faite à l'Algérie, ni comme une forme de repentance historique. D'accord. Donc pas d'excuses, pas de sentimentalisme. Rien de tout ça. Elle l'a défendu comme une manœuvre purement utilitaire. Elle a dit en gros, c'est une étape indispensable servant les intérêts stratégiques vitaux de la France, point. Et son argument massue face aux députés, ça a été l'action de terrain. C'est-à-dire? Eh bien, elle a mis en avant des rencontres au sommet impliquant directement le président algérien et le chef d'état-major de l'armée algérienne. Ah ouais, du lourd quoi. Mais tu sais, je trouve ça quand même très paradoxal et même carrément risqué. Dans quel sens? On se retrouve avec une situation où l'armée et globalement les ministères de la Défense deviennent le canal diplomatique par défaut. L'uniforme militaire sert presque de bouclier politique pour justifier face à la nation qu'on recommence à parler à un pays ennemi. C'est le terme exact de l'analyse, oui. Le bouclier de la sécurité nationale. Mais est-ce qu'une nation, enfin, est-ce que deux nations peuvent vraiment construire une relation durable uniquement sur un dialogue d'état-major? N'est-ce pas un aveu d'échec retentissant pour la diplomatie civile, en fin de compte? Si, totalement. L'auteur de l'analyse affirme que c'est un aveu d'impuissance claire de la diplomatie traditionnelle. Elle est bloquée, tétanisée face à des questions mémorielles qui sont beaucoup trop profondes. Et ce qui est marquant, c'est que la ministre, elle assume totalement cette nouvelle donne devant le Parlement. Elle ne s'en cache pas. Non. Le bruit de fond des querelles diplomatiques et des tensions identitaires, il est devenu tellement assourdissant en France qu'il a fallu utiliser le langage de la sécurité nationale pour réussir à le couvrir. Parce que la sécurité, politiquement, c'est inattaquable. Ouais, c'est l'argument ultime. C'est dur de dire non à « on fait ça pour vous protéger ». C'est ça. Quand un gouvernement se lève et dit « écoutez, nous faisons cela pour la sécurité de nos concitoyens et pour la stabilité de nos frontières », les critiques politiques, même les plus féroces, elles ont beaucoup plus de mal à argumenter contre. Le pragmatisme militaire devient, par défaut, l'ultime argument d'autorité. C'est implacable. Pourtant, quand on quitte l'hémicycle de l'Assemblée nationale et qu'on remonte tout au sommet de l'État, donc à l'Élysée, ce pragmatisme censé être si inattaquable, il semble s'effriter complètement. Oui, il y a un gros décalage là-haut. Un décalage énorme. L'un des documents de notre corpus met en lumière une contradiction qui donne presque le vertige quand on la lit. Tu parles de la dissonance entre la posture internationale de la France et sa politique intérieure? Exactement. D'un côté, on lit dans la source cette déclaration du président français, prononcée depuis Nairobi, où il affiche une volonté super claire, presque solennelle en fait, de renouer avec l'Algérie. Il parle de relancer une dynamique positive, d'aller de l'avant. Le discours classique du chef d'État rassembleur à l'international. Voilà. Mais de l'autre côté, les observateurs cités dans la même analyse pointent une réalité intérieure qui est, brutale. Sous ce même mandat présidentiel, le ministre de l'Intérieur a, et là je cite les mots exacts de la source, attaqué l'Algérie matin et soir. Oui, c'est une formule très forte qui montre l'intensité des attaques. Matin et soir, quoi. Et le document ajoute que cette rhétorique gouvernementale sur le sol français s'est accompagnée d'une montée vraiment inquiétante des discours de haine au niveau national. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie réellement? Comment est-ce qu'on peut expliquer une telle schizophrénie au sein du même gouvernement, du même exécutif? Si l'on relie cela à une perspective plus large, cette contradiction s'explique surtout par la nature électorale et médiatique du pouvoir actuel. C'est une question d'audience. C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas au même public. Exactement. À l'international, l'exécutif cherche à préserver une influence géopolitique, à sécuriser des alliances stratégiques dans un contexte mondial qui est hyper volatile en ce moment. Il faut montrer qu'on est au-dessus de la mêlée, qu'on gère les crises comme un grand pays. Ça, c'est pour l'image de la France dans le monde. Oui. Mais sur la scène intérieure française, ce même exécutif, il doit répondre à une pression politique qui est immédiate. Une pression marquée par des questions d'identité, des questions d'immigration et surtout par le poids électoral croissant de l'extrême droite. La fameuse politique politicienne. Voilà. Les sources que nous avons étudiées indiquent d'ailleurs que le président a été accusé par certains analystes d'avoir lui-même, consciemment, ouvert la porte à ces attaques contre l'Algérie, via son ministre, pour satisfaire une partie de son électorat de droite.
C'est un jeu d'équilibriste super dangereux, non? Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour la solidité de ce rapprochement avec Alger? Si le chef de l'État souffle le chaud à l'étranger, à Nairobi, pendant que son ministre de l'Intérieur souffle le froid glacial sur tous les plateaux de télévision parisiens, le partenaire algérien n'est pas dupe. Et il doit bien s'en rendre compte. Tendu présidentiel, ça ressemble pas un peu à un simple artifice de communication? Si, et d'ailleurs, les experts géopolitiques dont nous analysons les textes sont extrêmement sceptiques à ce sujet. Leur diagnostic, froid et objectif, c'est que ce rapprochement a toutes les chances de rester purement superficiel. Pas de fondation solide donc. Aucune. Concrètement, la déclaration de Nairobi est perçue par ses observateurs comme creuse. Elle intervient à un moment de grande fragilité politique en France et, surtout, elle n'offre absolument aucune garantie sur le long terme. Elle sert juste à calmer le jeu dans l'instant présent. C'est tout à fait ça. La source souligne qu'elle ne fait ni avancer fondamentalement les dossiers de fond, ni reculer les tensions historiques. C'est de la diplomatie de l'instant, du sparadrap sur une jambe de bois. Ouais, c'est presque du maintien en vie artificielle à ce niveau-là. On fait genre juste assez d'efforts pour que l'électrocardiogramme de la relation bilatérale ne soit pas totalement plat. Un bip de temps en temps pour dire on est là. Oui, et la source utilise un concept très parlant pour décrire ça. C'est l'essence même de la procrastination stratégique. La procrastination stratégique, c'est joliment dit pour dire on remet à demain. Exactement. Face à une équation politique qui est jugée totalement insoluble à court terme, la décision de l'Élysée semble être de geler purement et simplement les questions fâcheuses. On met pause sur tout ce qui fâche. On met pause, les immenses dossiers souverains, la mémoire de la guerre, l'identité, tout ce qui exige en fait un vrai courage politique et qui risque de coûter des points dans les sondages nationaux, c'est soigneusement glissé sous le tapis. Loin des yeux, loin du cœur. C'est ça. Et l'analyse rapporte une prévision très claire. Les véritables règlements de ces dossiers lourds sont renvoyés à la période post-électorale. Donc, concrètement, on repousse tout ça à après les élections présidentielles prévues pour 2027. C'est le bon vieux calcul politique classique. On laisse la bombe à retardement au prochain locataire du palais de l'Élysée. Ou à soi-même, hein, si on y est encore. On compartimente à fond. On se dit, aujourd'hui, on gère les menaces sécuritaires avec les militaires et on parlera d'histoire, de mémoire et de réconciliation dans 3 ou 4 ans. Voilà, on gagnait du temps. Mais le gros problème, avec les trucs qu'on glisse sous le tapis, c'est que la bosse finit toujours par faire trébucher quelqu'un, non? Mais les dégâts structurels qui ont été causés par cette année entière sans ambassadeur français à Alger. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu ce trou d'1 an. Un an complet. Et dans le monde de la haute diplomatie, une chaise vide pendant 12 mois, ce n'est pas juste une absence symbolique, c'est une anomalie majeure qui paralyse absolument tout. Ça bloque tout un réseau d'échanges, les accords économiques sont figés, les visas ne sont plus délivrés normalement, les partenariats institutionnels tombent à l'eau, tout s'arrête. Ce qui rend le retour sur le terrain diplomatique d'autant plus vital aujourd'hui, en fait. Parce que pendant que les sommets de l'État jouent la montre jusqu'en 2027, la machine diplomatique quotidienne, les affaires courantes, ça doit bien redémarrer, les entreprises ont besoin de visibilité, les services de renseignement ont urgemment besoin de se parler de manière fluide. La vraie vie reprend ses droits. C'est ça. Et c'est là que l'analyse nous amène à un moment charnière de notre dossier, le retour effectif de l'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romaté. Parce que sa réinstallation, elle n'est pas passée inaperçue dans la presse, et surtout à cause des mots précis qu'il a employés. Ah oui, sa prise de parole, elle acte vraiment un changement de paradigme. Qu'est-ce qu'il a dit de si marquant? Eh bien, il ne revient pas la fleur au fusil en disant « Allez, on oublie tout et on reprend là où nous nous étions arrêtés ». Pas du tout. Il annonce la volonté de Paris de raviver les liens bilatéraux en instaurant, et c'est une citation directe, de nouvelles règles. De nouvelles règles du jeu, d'accord. Et quelles sont-elles? Les deux piliers de ces fameuses nouvelles règles, telles que mis en évidence par les auteurs de nos sources, ce sont la parité et le respect mutuel. D'accord, la parité. J'aimerais vraiment qu'on s'arrête un instant sur ce mot-là, parce qu'il est lourd de sens. Historiquement parlant, la relation franco-algérienne, elle est tout sauf paritaire. C'est le moins qu'on puisse dire, vu l'histoire. Oui, elle est chargée d'une asymétrie hyper lourde, qui est directement héritée de la colonisation, puis des différentes dynamiques d'influence post-indépendance. La France a toujours eu, disons, une posture de grand frère un peu directif. Donc entendre un diplomate, un ambassadeur français de ce rang revendiquer publiquement une relation de parité, c'est une rupture lexicale qui est juste énorme. C'est une révolution diplomatique même. C'est de reconnaître l'Algérie comme un égal strict, sans paternalisme géopolitique, sans rapport de domination. L'ambassadeur acte formellement un changement d'air,
C'est indéniable. Revendiquer la parité aujourd'hui, c'est finalement admettre que les anciens leviers d'influence, l'ancienne manière de faire, ça ne fonctionne plus du tout. Ils n'ont plus le choix, en fait. Exactement. Et la source souligne bien ce point. Ce n'est pas un cadeau diplomatique fait à l'Algérie. C'est une adaptation forcée à la réalité de la puissance actuelle. Aujourd'hui, l'Algérie dispose de leviers incontournables. On parle du gaz, de l'énergie. L'énergie, oui, surtout depuis la guerre en Ukraine, c'est devenu crucial. Mais aussi sur le plan sécuritaire au Sahel et plus largement au niveau diplomatique sur tout le continent africain. La France prend acte, par ce mot parité, qu'elle ne peut plus dicter l'agenda comme avant. Mais là où l'analyse devient vraiment intéressante à mes yeux, et ça me pousse presque à formuler une vraie critique de cette stratégie française. Je t'écoute. Si ces fameuses nouvelles règles de respect mutuel et de parité, elles n'émergent que maintenant, au moment très précis où la France est bousculée stratégiquement de toutes parts en Afrique et a un besoin vital, quasi urgent de coordination sécuritaire. Est-ce qu'on n'est pas tout simplement face à une diplomatie de la faiblesse? C'est une question très pertinente. Parce que, tu vois, est-ce qu'on ne concède cette fameuse égalité à son voisin que lorsqu'on est acculé au pied du mur, complètement incapable de sécuriser ses propres intérêts tout seul? Alors, l'ambassadeur ne le formulerait évidemment pas avec ces mots-là, on s'en doute, mais c'est très clairement la lecture en creux que font beaucoup d'analystes cités dans nos documents. Il voit ça comme un recul. Un recul pragmatique. Ce que cela nous dit, au fond, sur la diplomatie moderne, c'est que la langue des intérêts a définitivement et officiellement supplanté le récit historique commun. La relation ne cherche même plus à se justifier par un passé partagé ou par une affection illusoire entre les peuples. Fini les beaux discours sur la grande histoire commune. Fini, la diplomatie purement transactionnelle a pris le dessus. La romance diplomatique, si tant est qu'elle ait vraiment existé un jour, elle est morte. Vive la réelle politique. On compte ses billes, quoi. C'est ça. On travaille ensemble non pas parce qu'on s'apprécie ou parce qu'on a pardonné, mais parce que le coût d'une non-coopération est devenu astronomique, presque prohibitif pour les deux parties. C'est d'une froideur clinique. Très clinique. Mais bon, au moins, ça a le grand mérite d'être clair et sans ambiguïté. La langue des intérêts, elle est universelle. Elle ne s'encombre pas des émotions, des rancœurs ou des traumas. Il suffit, comme tu dis, de savoir compter ses avantages et ses risques. Et le texte de notre source insiste vraiment lourdement sur ce point. Le pragmatisme militaire et sécuritaire s'impose aujourd'hui comme le seul, l'unique acteur capable de dicter la cadence des relations franco-algériennes. Et la conséquence directe, très concrète, de cette réelle politique totalement assumée, c'est la tentative acharnée des deux côtés de compartimenter la relation. Encore cette idée de compartimenter. Oui, c'est central. Quand Stéphane Anlatet parle de raviver les liens, il ne parle pas de grande réconciliation populaire. Il projette la création d'un réseau de connexion purement technique. L'objectif avoué, c'est de sanctuariser la coopération sécuritaire et économique, de la mettre dans une bulle de verre pour faire en sorte qu'elle résiste coûte que coûte aux futures turbulences politiques. D'accord, donc on construit des murs étanches entre les sujets. C'est l'idée. D'un côté, on laisse les ministres s'affronter, par médias interposés, sur des questions hypersensibles de visa ou de mémoire blessée, pour satisfaire leurs opinions publiques respectives. Ça, c'est le théâtre politique. Et de l'autre, bien à l'abri, dans des pièces isonorisées, les officiers militaires et les diplomates techniques, eux, y tracent des lignes de coopération dans le sable tranquille. Le travail de l'ombre, déconnecté du bruit médiatique. Mais franchement, l'espoir que ces petits accords techniques, même vitaux, survivent à une nouvelle grosse tempête politique nationale, ça me semble terriblement naïf. C'est la faille du système. Et c'est précisément la tension majeure qui traverse toute l'analyse que nous avons étudiée aujourd'hui. L'équilibre qu'ils essayent de trouver est d'une précarité alarmante. Un château de cartes, en gros. C'est ça. Le pragmatisme, qui est impulsé par des nécessités purement opérationnelles, il avance, il produit des résultats à court terme, mais la durabilité de cet immense édifice, ça reste une question totalement sans réponse dans les documents. On gère l'immédiat en priant pour que le futur s'occupera de lui-même. Eh ben, si l'on prend un peu de hauteur maintenant, pour rassembler toutes les pièces de ce puzzle géopolitique super complexe, l'image globale qui apparaît est quand même assez frappante. Qu'est-ce que tu en retiens, toi ? Ce que ces rapports et ces discours officiels nous montrent, c'est ni plus ni moins que la réécriture en direct de l'une des relations bilatérales les plus épidermiques et inflammables au monde. La France et l'Algérie ont décidé consciemment de mettre leurs immenses blessures historiques, leurs très profondes disputes idéologiques, sur pause
Une grande pause stratégique. Ouais, ils ne soldent absolument aucun compte. Ils se contentent de contourner le champ de mine mémorial par les côtés, parce qu'ils sont irrésistiblement attirés par la force gravitationnelle écrasante des impératifs de sécurité mutuelle. Et ça, pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment une leçon magistrale pour tous ceux qui observent les mouvements tectoniques mondiaux aujourd'hui. Ça dépasse le cadre de la France et de l'Algérie, tu veux dire? Largement. Ce qui se passe entre Paris et